Et si demain, nous étions tous dotés d'une identité numérique mobile qui soit simple à utiliser? C'est en tout cas le défi qu'a décidé de relever Marc Norlin, directeur général de l'entreprise Ariad Next. Bonjour à tous. Et pourquoi est-ce que aujourd'hui on va tous avoir besoin d'une identité numérique? Parce que le monde, il a complètement changé. Autrefois, les gens utilisaient un document d'identité pour se déplacer, pour prouver leur identité, parce qu'ils passaient une frontière, parce qu'ils prenaient l'avion, parce qu'éventuellement ils faisaient un chèque, quand ça arrive encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les services digitaux, ils sont là partout. Les gens ont besoin de s'en servir. Ils ont besoin de prouver qui ils sont à distance pour réaliser un ensemble d'actions qui se faisaient autrefois dans un guichet. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui va complètement transformer la manière dont les citoyens consomment des services, que ce soit des services pour l'administration, que ce soit des services marchands, une ouverture de compte en banque, une déclaration d'impôt. Tout ça va se faire à distance, de façon dématérialisée, sans qu'il y ait besoin de se déplacer. C'est vraiment un enjeu majeur pour nos économies. Ce qui est aussi un enjeu majeur, c'est d'arriver à inclure dans ces économies-là le milliard de personnes qui aujourd'hui existent n'ont pas de documents d'identité qui leur sont délivrés par les gouvernements qui sont responsables d'eux, je dirais. Et l'identité numérique, c'est une opportunité formidable pour eux d'accéder à une économie à laquelle ils peuvent participer et qui va pouvoir vraiment, je pense, accroître les capacités de développement d'un grand nombre de pays. Il faut que les gens puissent se déplacer au travers de ce continent numérique, beaucoup mieux que ce que se déplacent aujourd'hui les gens avec un passeport ou avec une carte d'identité. C'est un enjeu colossal pour nos sociétés et pour nos économies en général. Donc, vraiment, je pense, 2017, tout le monde dit ça a été l'année de l'identité. Je pense que ce n'est pas encore le cas, mais je pense que c'est l'année où on a pris conscience que l'identité numérique, c'était quelque chose c'était vraiment quelque chose qu'il fallait adresser et que c'était très drôle de citer l'exemple estonien à tout bout de champ, mais que maintenant il fallait qu'on fasse quelque chose vraiment. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que les exemples qu'on nous donne en permanence soient ceux qu'il faille retenir. J'imagine plus aujourd'hui que les scénarios qui ont été mis en œuvre dans certains pays il y a une demi-douzaine d'années maintenant soient ceux qu'il faille retenir aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez devoir insérer une carte à puce dans un lecteur pour prouver votre identité en 2018, alors qu'on est en train de vous expliquer que insérer votre carte bancaire dans un lecteur pour payer, c'est complètement dépassé et que ça va s'arrêter dans 2 ou 3 ans. Donc il faut vraiment repenser complètement la manière dont on conçoit l'identité numérique et dont on conçoit même sa délivrance. Les schémas qui sont des schémas où il y a une identité numérique régalienne produite par l'État, délivrée directement aux citoyens, sont probablement, même s'il y a toujours une tentation, parce que je comprends parfaitement que les États aient envie de maîtriser l'identité de tout le monde, y compris sur Internet, c'est probablement des schémas qui ont vécu, entre guillemets, et qui sont probablement plus ceux qu'il faut mettre en œuvre. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans les pays qui ont mis ça en œuvre. Hein. Tout le monde a en tête l'exemple estonien, justement, on va reparler d'eux, et des problèmes de failles de sécurité qu'ils ont eu sur la puce de leur carte d'identité qui a mis d'un coup à mal la totalité de leur schéma d'identification. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant de se dire qu'on a tout fait reposer sur une seule chose et qu'une faille fait que tout un système peut partir et se retrouver en difficulté
quant à sa légitimité pour fournir des identités. Donc, vraiment, ce que je pense, c'est que l'identité numérique aujourd'hui, ce dont on a vraiment besoin, c'est que l'État fournisse aux citoyens un document le plus économique possible, c'est-à-dire probablement sans puce, sans fonctionnalité numérique, mais qui soit dérivable facilement pour produire des identités numériques sur des supports divers et variés. On peut parfaitement imaginer que quelqu'un arrive à se fabriquer une identité numérique à partir de son document d'identité, sans pour cela qu'il y ait besoin d'une puce à l'intérieur. Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites. Nous-mêmes, en avons conduit avec le ministère de l'Intérieur, qui permettent de produire des documents d'identité à des coûts extrêmement faibles et qui n'embarquent pas de puce et qui permettent de dériver en toute sécurité cette identité dans le monde numérique. Je pense vraiment que le fait que les États fournissent eux-mêmes l'identité numérique dans un support physique est quelque chose qui n'est pas un choix dans la bonne direction. Si on prend par exemple l'exemple de ce qui s'est passé en Belgique, on a un vrai exemple amusant. C'est un petit peu la même chose que le cas estonien, mais c'est vraiment amusant. Les Belges ont tous une carte d'identité électronique avec une puce, et ils ont sorti il y a peu de temps un système qui s'appelle It's Me, qui vous permet de dériver l'identité qui est dans votre carte à puce dans votre téléphone mobile. Et aujourd'hui, grosso modo, si je caricature, vous avez une puce qui sert une fois. On vous délivre votre carte d'identité avec une puce, vous dérivez votre identité dans votre téléphone, et c'est votre téléphone qui vous sert à vous identifier et à vous authentifier partout. Est-ce que c'était vraiment la peine de dépenser 5 € pour mettre une puce avec un système de délivrance complexe dans une carte alors que ça va servir une seule fois? Est-ce que c'est vraiment la peine de tout mettre dans un seul de se cantonner à un seul scénario d'identité numérique, de ne pas laisser la capacité à l'innovation, de ne pas laisser plusieurs acteurs imaginer des scénarios de dérivation d'identité différents et fournir des services différents aux citoyens avec des capacités d'usage qui soient adaptées à tout le monde. Pourquoi est-ce que l'identité, selon nous, doit être complètement tournée autour du mobile? J'allais dire parce que c'est évident. Aujourd'hui, les gens ont tous un téléphone dans la poche. Il y a probablement plus de gens qui ont un téléphone dans la poche que de gens qui ont une carte de crédit dans la poche, même dans nos économies à nous. Je ne vous parle même pas des pays en voie de développement où, de toute façon, le mobile commence déjà à servir à absolument tout. Les gens l'ont avec eux tout le temps. Les gens s'aperçoivent tout de suite qu'ils l'ont perdu. Vous allez vous apercevoir plus vite que vous avez perdu votre téléphone que d'avoir perdu votre carte de crédit. Parce que le téléphone, quoi qu'on en dise, si on construit bien la solution, c'est sécurisé. Si on repose sur la carte SIM avec les bons protocoles, que la carte SIM a les bons niveaux de qualification, on arrive à faire des choses extrêmement intéressantes. Que ce soit une SIM ou une SIM embarquée, c'est vraiment anecdotique. C'est facile à utiliser, tout le monde a l'habitude de s'en servir. Les gens payent déjà avec leur téléphone mobile, les gens vraiment... il y a une facilité d'emploi qui est incomparable par rapport à autre chose. Je ne vous parle même pas d'insérer une carte à puce dans un lecteur qui est branché sur un PC avec le mauvais middleware et pas de chance, vous avez un Mac et il n'y a plus rien qui marche. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Et en termes de coût, là c'est absolument incomparable. Parce que l'investissement hardware, il a déjà été fait. Aujourd'hui, quel que soit le scénario d'identité numérique qu'on imagine, on sait tous, et le règlement européen, IDAS, il a fixé toutes les exigences qu'il pouvait porter sur les niveaux d'identité. Si on accepte le niveau faible, qui de toute façon a assez peu d'intérêt, hein, Facebook le fait très bien, pour les niveaux substantiels et élevés, il y a des niveaux d'exigence sur les moyens d'authentification qui font que ça va être difficile de se passer d'un composant hardware. Et aujourd'hui, ce composant hardware, soit vous le vendez aux citoyens, soit vous le faites, mais soit de toute façon vous trouvez un financement pour le déployer, soit vous utilisez quelque chose qu'il a déjà dans la poche et qui vous coûte rien ou presque, c'est-à-dire que quelqu'un a déjà fait l'investissement à votre place, c'est l'opérateur mobile, et ils sont forcément prêts à
rentabiliser un petit peu plus l'investissement qu'ils ont fait pour eux-mêmes en vous donnant une petite place sur leur carte SIM. Donc c'est vraiment, je pense, le modèle sur lequel il faut que tout le monde travaille maintenant. Et il y a beaucoup de pays qui ont commencé à travailler sur ces modèles-là. Je vais vous parler maintenant de ce qu'on a fait en partenariat avec Orange et qui est déployé depuis mi-novembre aujourd'hui, à titre, je dirais, expérimental, mais malgré tout en production. On a développé une solution d'identité électronique mobile qui s'appelle Mobile Connect Témoin, qui est intéressante à plus d'un titre parce que c'est un petit peu l'aboutissement de plusieurs années de travail et de réflexion, et c'est une bonne synthèse de ce qu'on estime être le scénario entre guillemets idéal de dérivation d'une identité pour fabriquer une identité électronique mobile. C'est donc une identité qui est complètement dans votre téléphone, avec des exigences sur le téléphone qui sont extrêmement faibles. C'est-à-dire qu'il va y avoir un enrôlement automatique de l'utilisateur. Il va avoir son identité électronique immédiatement. Donc ça lui prend, enfin quand je dis immédiatement, ça lui prend quelques minutes. Ça repose sur des technos qu'Ariad Next a développés depuis plusieurs années, qui sont des technos d'authentification de documents d'identité et de reconnaissance faciale. Donc on va, avec votre téléphone, capturer votre document d'identité. On va comparer la photo qui est sur le document d'identité avec un selfie, avec tout ce qu'il faut comme détection du vivant. Et à partir de là, on va recueillir les informations dont on a besoin pour vous créer une identité électronique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va combiner ça avec une technologie qui est promue par la GSMA, donc l'association de tous les opérateurs mobiles, qui s'appelle Mobile Connect, qui permet d'utiliser la crypto de votre carte SIM comme moyen d'authentification. Donc vous avez un mécanisme qui permet à votre carte SIM de réveiller votre téléphone et vous demander de saisir un code PIN d'authentification. Ça fonctionne grosso modo comme une carte de crédit, c'est-à-dire que si vous vous trompez trois fois, votre moyen d'authentification est bloqué. On a ce qu'il faut pour arriver à mettre en place une authentification par double facteur qui soit efficace et conforme aux attentes de l'ANSSI sur ce sujet-là. Cette solution, elle a été construite pour être conforme avec le niveau substantiel d'identité électronique qui est défini par la Commission européenne dans le règlement IDAS. Elle est en cours d'évaluation par l'ANSSI et on est raisonnablement optimiste sur le fait qu'on obtiendra une évaluation d'ici le milieu de cette année. Et elle est aujourd'hui déjà intégrée dans France Connect, qui est le portail d'identité mis en place par le gouvernement français pour permettre aux citoyens français de s'authentifier sur des services publics. Et depuis quelque temps, aussi sur des services privés, à titre expérimental pour l'instant, mais dans le courant du deuxième trimestre, France Connect devrait être ouvert aux fournisseurs de services privés. C'est-à-dire que votre banque vous permettra de créer un compte à distance en fournissant une identité électronique. Tout ça en étant conforme avec la réglementation européenne sur l'identité et sur les services financiers. C'est vraiment quelque chose qui est capable de changer complètement la donne. Et l'objectif qu'on a avec cette solution, c'est d'arriver à enrôler un petit peu plus de 2 millions de personnes à la fin de cette année dans ce fournisseur d'identité et d'être le plus gros fournisseur d'identité privée qui soit en place en France. Je pense vraiment que c'est un tournant 2018 sur ces solutions-là. Il va de toute façon falloir que, pour que l'économie numérique se développe, on trouve des moyens pour apporter de la confiance dans cet univers-là. Et cette confiance-là, il faudra l'apporter en plus en restant dans le cadre du règlement européen. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Et il y a un vrai enjeu que ces technos soient développés aujourd'hui, je dirais, au niveau européen, pour arriver à contrer l'influence aujourd'hui des sociétés américaines qui est extrêmement forte sur ce segment-là. Pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, dans les sociétés qui font de la dérivation d'identité pour faire de l'identité électronique, on doit être le seul acteur indépendant pratiquement en Europe, qui fait de la validation de documents et de la création d'identités électroniques. Tous les autres ont été rachetés par des boîtes américaines et les Américains sont en train de consolider de façon extrêmement rapide le secteur. On avait un petit concurrent américain qui existait encore jusqu'à hier, il a été racheté par Facebook. Ça vous donne une idée aussi de l'enjeu qu'il va y avoir en Europe
de construction et de consolidation de cet écosystème-là. Et je pense que voilà, on est content d'avoir bossé avec Orange sur ce sujet-là. C'est une belle collaboration entre un grand groupe et une PME de 45 personnes. Et c'est notre contribution à ce qu'on pense être de ce que doit être le panorama de l'identité électronique en Europe pour les années à venir. Merci à vous. Merci à Marc Norlin de l'entreprise Ariadnext